tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale Mayotte où je suis actuellement à 8000 km de Paris dans l'océan Indien. Mayotte, le 101e département, le tout dernier de France, qui fait régulièrement la une des médias nationaux pour son insécurité insupportable, d'après ce que nous ont dit les Mahorais. Pourtant, Mayotte la française est très enviée aux yeux des pays voisins. À tout juste 70 km d'ici, ils sont nombreux à vouloir la rejoindre, et cela même parfois au péril de leur vie, en empruntant les kwassa-kwassa de frêles embarcations. Nos équipes ont sillonné Mayotte pour vous proposer ce documentaire où les habitants nous ont confié leur peur au quotidien, leur colère et surtout leur perte de confiance en la République. Nous débarquons sur la Grande Terre alors que le mouvement est entré dans sa 5e semaine de mobilisation. La situation est quasi insurrectionnelle. Grève, barrages et blocages, les axes routiers sont coupés. Le département est paralysé. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a été dépêchée quelques jours plus tôt pour tenter d'amorcer une sortie de crise. Peine perdue. Ça vous surprend cette mobilisation qu'elle tienne autant? Non, ça ne me surprend pas parce que vraiment il y a de la colère. Sur les espaces publics, dans les espaces privés, l'insécurité est partout. Et donc c'est inacceptable alors que nous avons fait le choix de la France, le choix de la République pour être libre. Et la liberté commence par la sécurité. Et ça fait bien des années, bien des mois que la classe politique alerte le gouvernement en disant attention, il y a de la colère, elle gronde, elle va exploser un jour. Attention, nous sommes au bord de la guerre civile. Au mois de mars dernier, plus d'1 millier de personnes défilent dans les rues de Mamoudzou. Des manifestants qui dénoncent pêle-mêle l'insécurité croissante, une île gangrénée par la violence, avec des taux de cambriolage 3 fois supérieurs à la métropole. Une île abandonnée par la République, un sentiment partagé depuis bien longtemps. Et ils le font savoir en prenant d'assaut le conseil départemental pour dénoncer la trahison de leurs représentants. Jamais Mayotte n'avait connu un mouvement d'une telle ampleur depuis les grèves de 2016. Il faut dire que le département subit une pression migratoire de plus en plus forte des îles voisines des Comores et que pour beaucoup, c'est le cœur du problème. La crise sociale à Mayotte vient de franchir. En mars dernier, toujours la goutte d'eau, justement, les Comores renvoient vers Mayotte un bateau d'immigrés clandestins, expulsés, une centaine au total. Pour tenter de bloquer leur retour, les membres du collectif de défense de l'identité mahoraise descendent eux aussi dans la rue. Nous les retrouvons sur le port de Mamoudzou, alors que le sort de ces migrants comoriens n'est toujours pas réglé. Nous on est marre avec eux. Nous on est fatigués de tous ces migrants qui rentrent sur Mayotte. Chaque fois qu'on les envoie chez eux, à Zaleh Soumani, là-bas, ils ne veulent pas prendre ces putes-là. Les mots sont durs, la parole décomplexée. Idi Amin est l'un des membres les plus actifs du CODIM. Le CODIM, c'est l'un des collectifs créés en 2015 officiellement pour défendre les Mahorais contre l'arrivée massive de Comoriens et Africains qui empêchent de vivre en paix. On va au Carrefour Ngwezi, dans le sud de Mayotte. C'est notre base, c'est notre, on va dire, c'est notre camp. On a énormément de problèmes. La nuit, on ne dort pas. Nos maisons, ils ressemblent à des prisons. Même Magicavo, le prison de Mayotte, en fait, qui est actuel, c'est une chambre d'hôte. C'est une chambre d'hôte de 7 étoiles. Moi, je suis désolé, mais je vais le dire. Eux, ces gens-là, ils se disent que, voilà, nous, vaut mieux qu'on part à Magicavo que rester aux Comores. Donc, c'est qu'il y a vraiment un problème aux Comores. Ils tiennent ce barrage stratégique depuis plusieurs semaines. Et à chaque jour qui passe, la tension monte d'un cran avec ceux qui se voient interdire tout passage. Ils sont des centaines à se relayer.
Commerçants, employés, travailleurs, des citoyens ordinaires qui ont pris le pouvoir. Beaucoup de femmes en première ligne, réunies ce soir-là pour écouter les comptes rendus et décider des actions à suivre. Cette nuit, les membres du CODIM ont été alertés par des villageois de l'arrivée d'un kwassa-kwassa, d'une embarcation, dans une crique voisine. Rapidement, ils se mettent en route pour tenter de mettre la main sur ces occupants. Venez voir. Hey. Oh. Hey. Hey. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est eux. En fait, ils viennent juste de débarquer ce soir-là. La jeune femme est une Comorienne. Elle est originaire d'Anjouan. Vous étiez combien? Ne raconte pas de mensonges. Hein. Dis-nous la vérité, là. Qu'est-ce que t'as dans ces sacs, là? Ce sont mes dossiers médicaux. Dis-nous combien vous êtes. Dis-nous, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Mais je sais pas. Quand on vous a déposé, vous étiez combien? Je sais pas, je vous dis. Tu veux sauver ta peau ou tu veux protéger tous les autres? Rapidement, une deuxième femme est arrêtée. Elle aussi est comorienne, elle aussi vient d'Anjouan. Elle était sur la même embarcation. Rappelez les passeurs qui vous ont amené ici et dites-leur de vous ramener chez vous. Qui se démerdent pour rentrer chez eux, comme ils se sont démerdés pour venir jusqu'ici. Nous à Mayotte, on a un grand cœur, mais là trop c'est trop. Il faut rentrer chez vous là. Mais vous n'avez pas honte? Vous êtes des merdes. Vas-y, mais frappe là. La tension monte, une trentaine d'hommes et de femmes les entourent. Ces milices citoyennes ont refait leur apparition ces dernières semaines à la faveur de la crise. Règlement de compte, intimidation, violence, certaines de leurs opérations peuvent déraper. Alertés, les gendarmes se présentent avant que la situation ne dégénère. Les autres, ils sont déjà Là, ils vont les relâcher 2-3 jours après. Ils vont les relâcher dans la nature, allez-y, faites comme vous voulez, faites comme chez vous. C'est une situation que vous avez déjà vécue? Ah bah, tous les jours, c'est le quotidien ici. Le quotidien. Là, la situation qui se passe en ce moment là, non, on va pas accepter ça. S'il le faut, tous les jours on va traquer, tous les jours on va traquer. On va faire la ronde sur le sable, au village, on va traquer. Ah, pas moyen là. Ah oui, oui. S'ils font pas le boulot, on va le faire nous-mêmes. Ah, oui. Là, ils vont les prendre, ils vont juste les relâcher à Select, je sais pas où. Mais capable que vous êtes. Est-ce que ça vous met en difficulté ce genre de situation? De nuit, des gens en difficulté, et quand on n'est qu'une dizaine avec une centaine de personnes, oui, on est en difficulté. Ça a commencé à dégeler depuis hier, et depuis 2 jours, certaines étaient. On a eu déjà des démarrages de décasage depuis hier. Voilà. Et vous êtes inquiet pour la suite? J'en dirai pas plus. Maintenant, je rentre pour sécuriser mes hommes et gérer les 2 femmes bonies que j'ai dans le véhicule. Voilà. Bonne soirée, merci. La nuit ne fait que commencer pour les plus déterminés du groupe. Chauffés à blanc, armes à la main, ils se rendent dans le village voisin pour une expédition punitive, un décasage, persuadés d'être dans leur bon droit. C'est la hantise des autorités quand les Mahorais décident de rendre justice eux-mêmes. Écoutez-moi bien. Ce que nous allons faire est grave. Il faut que nous soyons conscients des conséquences de notre action. Ici, c'est la route. La première porte est là, la deuxième ici, et ici, voilà la troisième. Ici, c'est la limite de la cour. Le portail est là.
Ce soir, ils vont incendier une habitation de fortune, occupée par des clandestins comoriens arrivés récemment. Les lieux ont été désertés. Ils ont pris la fuite. Là, on met le feu sur le truc. On a regardé, il n'y a personne dedans. On a mis un feu. Ces opérations sont totalement illégales. Eux le savent, et peu importe. Les autorités ne peuvent les contenir. L'an dernier, plus de 400 bateaux ont débarqué sur les plages mahoraises. Ce matin, un kwassa-kwassa a été intercepté dans le sud-est de l'île, à M'Tsamoudou, avec 30 migrants à bord. Les villageois se sont donné le mot. Ils les ont encerclés dès leur arrivée pour éviter qu'ils ne s'enfuient. Tu peux t'avancer pour que le monsieur y parte. Là encore, les gendarmes interviennent pour éviter que les habitants s'en prennent à eux. Et elle a pris la petite passe là. Vous voyez la passe à droite là? Et c'est à 300 mètres de la plage que la Kwassa a débarqué la population, donc ils sont 22 là. Et c'est là que la population après, M'Tsamoudou est intervenue pour les attraper. Donc c'est juste à la pointe là-bas. Des hommes, des femmes, des enfants qui naviguent depuis plusieurs jours. Certains viennent des Comores, d'autres de Madagascar. Et depuis peu, de plus en plus d'Afrique. Je sens que certains frères ne sont pas du tout contents qu'on soit là. Mais bon, grâce à Dieu, les gendarmes sont arrivés et je me sens en sécurité maintenant. Vous vous appelez comment? Vungo Vito Juan. Et vous venez d'où? Je viens d'Angola. Franchement, ça c'est la préparation des criminels, des violeurs. Sous les cris et les injures, ces clandestins vont être transférés dans le centre de rétention administrative de Mamoudzou, en attendant un arrêté d'expulsion. Contrairement aux passeurs, eux ne seront pas poursuivis, ce sont des étrangers en situation irrégulière. Ils ne risquent rien, aux grandes dames des habitants, qui réclament plus de fermeté. Un petit territoire comme Comores, fait passer ses pouvoirs au-dessus de la France. C'est honteux. La France, soi-disant la 5e puissance mondiale, et le Comores est un grain de sable. Mais arrêtons-nous. Nous, on va se battre jusqu'au bout. On va se battre. On laissera dans tous les territoires de Mayotte, il n'y aura pas de barques qui vont débarquer. On fait nos lois nous-mêmes. Et ce sont même les coupeurs de route. Celui qui n'a pas vécu l'action de coupeur de route, il ne comprendra jamais rien. Qu'il soit flic, qu'il soit journaliste, on est tous ciblés par ces cafards. Les immigrés, bouc émissaire d'une île au bord de l'implosion. Aujourd'hui, plus de 40% des adultes qui vivent à Mayotte sont de nationalité comorienne. Mayotte, une terre d'accueil qui aurait trop accueilli. Ce sont les mots de la ministre des Outre-mer. La pression migratoire est devenue ingérable à tel point que la population de Mayotte est aujourd'hui une énigme et même un fantasme pour certains qui évoquent un demi-million d'habitants, le double des statistiques officielles. Partout, sur grandes et petites terres, les bidonvilles prolifèrent. Des constructions anarchiques insalubres, des bangas suspendus à flanc de colline. Nous voici dans le quartier de la Vigie, à quelques kilomètres seulement de l'aéroport, en patrouille, avec les gendarmes de Pamandzi. Tu fais demi-tour parce que sinon je te bloque. Tu fais d'abord, tu descends, après j'arrive. Tu fais demi-tour. Donc voilà, donc en fait c'est constitué de, vous voyez, c'est pas une petite ruelle comme ça, de passage.
C'est des coups de gorge, quoi, hein. Donc, dès qu'on s'engouffre, c'est très compliqué, quoi. Et là on monte, c'est toute la colline, hein, c'est du même acabit. Et comme nous forcément on arrive forcément du bas, à chaque fois on fait l'objet de tirs de projectiles et on n'arrive pas à identifier les auteurs de ces tirs, quoi. Il y a beaucoup de quartiers comme ça. Ah oui, oui, oui. Là, ça devient même un sport national à Mayotte. Les forces de l'ordre, c'est une cible privilégiée, quoi. Donc il y a eu déjà pas mal de collègues blessés avec ça. Avec les grosses pluies qu'on a eues ces derniers temps, tous les déchets sont arrivés dans le contrebas et là ça devient un chemin différent. Donc les gens qui habitent dans les banlieues sont obligés de passer par là, ils n'ont pas d'autre choix. Il serait plusieurs milliers à s'entasser ici, avec chaque jour de nouveaux arrivants. Les cours, comme vous voyez, il y a une porte cadenassée. Et dans la cour, c'est pas un seul banga, c'est plusieurs bangas. Plusieurs familles qui habitent dedans. Vous regardez, vous voyez là, il y en a un, là, il y en a un, c'est partout comme ça. Donc quand ils rentrent dans la journée comme ça, là, ils rentrent, ils sont sans faire la clé. Voilà, donc à partir du moment où ils franchissent ce portail, ils sont considérés chez eux. Donc comme on n'a pas le droit d'entrer chez les gens pour n'importe quoi, donc voilà, on est bloqué à la porte, on ne peut pas pousser le contrôle plus loin, quoi. Donc, une situation incontrôlable. Ah, c'est complètement incontrôlable, on ne peut pas savoir, c'est même pour chiffrer le nombre d'habitants, c'est compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Là, on est là. Tous les gens qui sont au courant, là en haut, là-bas, ils sont déjà au courant de notre présence. Ils le savent tous là déjà. Donc nous, quand on arrive en bas, là-bas, déjà ils sont au courant. Le temps de monter, de prendre des petits chemins, en général, il n'y a plus personne. Le quartier est tenu par des gangs d'adolescents qui contrôlent tous les trafics, et notamment celui de la drogue. Bien tout là pour nous, vous voyez, hein. Donc plusieurs bangas, donc plusieurs familles. Donc on peut en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je crois que ce sont les sanitaires ou la douche. Donc 6 familles sur un terrain. Sachant que chaque famille, si vous voyez à peu près avec les enfants et tout, il faut compter 5-6 personnes minimum. Donc ça fait beaucoup de monde sur une petite surface. Vous avez combien d'enfants, madame? Madame, vous avez combien d'enfants? 2? Bah non, ils sont pas vos enfants? Fatima, Naïma? Non? Naïsa? C'est qui vos enfants là? Que? Les deux là? Ah, ouais. Donc là concrètement vous avez une famille comme ça, en situation irrégulière. Ah ça, je vais pas demander si elle a un titre de séjour. Mais vu comment elle cache son visage, madame, vous comprenez le français? Non. Mais si, vous répondez non. Vous avez un titre de séjour, vous? Oui ou non? Non. Non, oui. Ça fait combien de temps que vous vivez à Mayotte? Tu as quel âge? Vas-y. 4 ans? Non. T'as 4 ans? T'es grande comme ça? Donc ça fait que vous avez au moins 4 ans à Mayotte, c'est ça? D'accord. Et vous êtes arrivé comment à Mayotte? Par avion? Allez madame, on ne voit pas votre visage, vous êtes caché avec le châle. Alors, vous êtes arrivé comment à Mayotte? Bon, vous voyez, donc là c'est un cas typique. Donc la mère avec son enfant, donc bien sûr elle est scolarisée, hein. Le droit à la scolarisation pour tous les enfants, qu'ils soient français ou d'origine étrangère. Et la mère, donc ça fait déjà 5 ans qu'elle est à Mayotte, qui ne fait pas la demande, donc forcément si elle ne fait pas de demande, elle n'aura jamais de titre de séjour. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'elle risque? L'expulsion? Aujourd'hui, oui, c'est ça. Si elle, pas ici, parce que bon, en l'occurrence, elle est dans son domicile, mais si elle se fait contrôler un jour par des gendarmes ou des policiers et qu'elle n'est pas en mesure de présenter un titre de séjour valable, elle se fait expulser. Et qu'adviendra-t-il de son enfant? Ah, mais normalement, elle part avec son enfant, oui. Ça se passe comme ça, normalement. Ouais. Généralement, des fois, c'est compliqué parce qu'ils disent pas qu'ils ont un enfant. Donc ils sont expulsés, mais l'enfant il reste sur place. C'est d'où les enfants mineurs, le nombre d'enfants mineurs isolés à Mayotte. Après, les enfants sont confiés à la famille plus ou moins, qui en prend plus ou moins charge, quoi. Donc on se retrouve avec des mineurs isolés qui traînent, qui dorment dans les voitures abandonnées, qui dorment, j'en ai même vu dans des canalisations, voilà. Et après, leur seul moyen de subsistance, c'est le vol. Le vol, quoi. C'est comme ça, c'est le quotidien de Mayotte. Le quartier, à l'image de l'ensemble du département, cumule tous les records. Le taux de chômage, tout d'abord, qui frôle les 30%, les 50% même, chez les jeunes. L'absence d'eau courante, d'électricité et la pauvreté qui touche les 3/4 des habitants.
Je ne sais pas si je dois dire on a laissé traîner, on a laissé faire les choses, mais toujours est-il que la population s'est multipliée en 4, en 5, je ne sais pas. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a toute cette population, mais à côté, on ne voit rien justement pour accompagner le développement du quartier. On ne voit rien pour accompagner les infrastructures. Comme vous le voyez, il n'y a pas de route. Hein. Le jeune le disait, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Il faudrait peut-être à un moment ou à un autre qu'on commence à prendre conscience de la situation de ces jeunes-là, de la situation de l'habitat, de la situation de Mayotte tout court, là, pour essayer d'améliorer la situation et surtout d'améliorer l'avenir des jeunes. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, les enfants? Moi, je vais faire la gendarmerie. Tu vas aller à la gendarmerie? Oui. Moi, je veux parler. Toi aussi? Oui. Moi, je veux être éleveur. Éleveur de chèvres. De chèvres. Chaque jour, le bidonville de la Vigie, un des plus anciens de la Petite Terre, gagne du terrain sur les collines avoisinantes. Tant qu'il y aura de l'immigration clandestine, les gens ils ont besoin de s'installer quelque part. Ils ne vont pas dormir dans la rue. Ils ne dorment pas dans la rue de toute façon comme ça, on le voit. Le résultat c'est ça. Ici quand ils viennent construire leur banga, ici là, c'est fermé. Quand on passe dans la rue comme ça, on ne voit rien du tout. Le lendemain quand on arrive, ben, ça y est, c'est fait, c'est construit, ils sont installés, on ne peut plus rien faire. Sur les hauteurs, les tout derniers bangas qui sont apparus ces dernières semaines. Parce que là, avec la végétation, c'est avec le maître chien, tu sais, on faisait le tour, mais... Les autorités ne peuvent plus rien faire face à cette prolifération exponentielle. Certaines constructions surgissent en une nuit seulement. Plus d'un tiers de l'habitat est illégal sur l'ensemble du territoire. Donc, imaginez, voilà, vous rentrez dans des autres chemins. Vous arrivez dans les cours avec les bangas. Voilà. C'est un vrai petit quartier, quoi. C'est ça, c'est un quartier caché par une palissade. Et là on descend, ben, c'est encore des... Il n'y a pas de grande personne, il n'y a personne? Tes parents ne sont pas là? Encore faut-il qu'ils fassent la demande. Vous voulez quoi? Vous habitez ici? Quoi? Vous habitez ici? Autour de nous, dans la cour, des groupes d'enfants qui ne sont pas recensés par l'administration. Le problème, il est là, ils ne sont pas français. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont ni expulsables, ni régularisables. Parce que c'est des jeunes qui sont nés, qui peuvent être nés aux Comores, qui viennent avec les parents en situation irrégulière. À partir du moment où les enfants sont scolarisés, les parents fournissent des bulletins de scolarité, les parents arrivent à avoir un titre de séjour, mais si les démarches ne sont pas faites pour les enfants, à arriver à leur majorité, quand on les contrôle, ils nous montrent qu'ils résident en France, enfin sur Mayotte depuis 5, 6, 7, 8 ans, qu'ils ont suivi une scolarité, donc on ne peut pas les expulser, mais ils n'ont aucun papier pour être régularisables. Voilà. Mayotte est aujourd'hui le département le plus pauvre de France, mais fait figure d'Eldorado pour son voisin comorien. Et la crise actuelle n'a fait que raviver les tensions entre les deux pays, distants de quelques dizaines de kilomètres à peine. Pour comprendre, il faut revenir en arrière, en 1974 très exactement. Mayotte est l'une des 4 îles de l'archipel des Comores, mais par référendum, elle demande à rester française contrairement au reste de l'archipel, qui accède à l'indépendance. La République des Comores s'estime spoliée, les Nations Unies demandent à la France de rendre l'île, en vain. Résultat, Mayotte devient le petit paradis français de la région et attire des milliers de clandestins. L'Eldorado s'est transformé en cauchemar pour ses habitants. Comme aujourd'hui sur les barrages, les femmes ont été en première ligne. Elles ont joué un rôle important dans le combat pour le maintien de Mayotte dans la République. C'était dans les années 70, on les appelait les chatouilleuses. Madame Gorgi était l'une d'entre elles.
Ça, c'est le premier rassemblement. Là. Ces femmes-là qui sont de l'abattoir, c'est eux qui se soulevaient pour dire aux Maoris, c'est toutes ces femmes-là. Et c'est une chatouilleuse, c'est une chatouilleuse. Et tout ça là, c'est des chatouilleuses. C'était les redoutables. Vous étiez redoutés à l'époque? Ils étaient redoutés, moi j'étais encore enfant. Moi je n'ai fait que reprendre leur combat. Les enfants violés. Pour elle, rien d'étonnant à ce que la crise ravive les tensions intercommunautaires. On a dit non parce qu'on n'en pouvait plus. On ne pouvait plus le supporter. Et c'est la même chose ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et à chaque fois quand ils sont sur cette terre, ils nous exproprient. Avant, tous les Anjouanais venaient faire la culture de riz à Mayotte. Ils partaient avec le riz, avec tout ce qu'ils pouvaient. Et comme ils ne pouvaient plus venir pour cultiver, ils se sont immigrés ici, ils sont rentrés illégalement et ils nous ont envahis. Ça suffit. Et ça me fait mal au cœur d'entendre que la France n'a rien à voir avec Mayotte. C'est l'État français qui a encouragé les Mahorais à se détacher des îles Comores. Qui ne jouent pas le double jeu aujourd'hui en nous disant ceci, cela. Non, nous refusons. Clairement pointé du doigt, le gouvernement actuel accusé de brader le territoire, de négocier avec le gouvernement des Comores pour gommer leurs différends territoriales historiques. Comment ils peuvent en donner à leurs enfants de l'éducation? Qu'est-ce que nous méritons aujourd'hui? Qu'on nous malmène? Qu'on nous insulte? Et que la France permet aux Comoriens de nous dire « Nous voulons récupérer notre île Mayotte ». Et nous qui sommes dedans, on est quoi? Des animaux? Comoriens et Mahorais, frères d'histoire, cousins géographiques, pourtant aujourd'hui séparés par un fossé d'incompréhension. Les uns accusant les autres d'être à l'origine de tous les problèmes. C'est aujourd'hui l'hôpital qui cristallise ces nouvelles tensions. Je me rends maintenant à la maternité de Mamoudzou. C'est la plus grande de France. Ici, chaque année, plus de 9000 bébés viennent au monde. Et la nuit dernière, on a encore frôlé un record de naissance. 22. Le record presque battu. 22 bébés nés dans la nuit. Le nombre d'accouchements est en augmentation constante. L'île détient le taux de natalité le plus élevé de France. Un chiffre 4 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Ici, c'est pas rare que les mamans aient 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Voilà, il y a beaucoup de mineurs qui ont des enfants. Et puis ben voilà, on peut pas nier qu'il y a une population clandestine. Donc forcément, il n'y a pas que la population mahoraise qui accouche, il y a aussi une population qui vient aussi de Madagascar, d'Anjouan. Un chiffre résume à lui seul la situation de cette maternité. Près de 2 tiers des femmes qui y accouchent sont en situation irrégulière. Cette jeune mère vient d'Anjouan. Elle s'est présentée pour la première fois à plus de 8 mois de grossesse. C'était compliqué de venir ici? Pas trop. Comment vous avez fait? J'ai fait comme les autres. En fait, nous venons à Mayotte pour chercher à vivre, quoi. Parce que là-bas, chez nous, c'est trop difficile. C'est pour ça que... C'est rassurant de savoir que votre enfant, il est français aujourd'hui? Ouais. C'est plus facile d'être français. Plus facile. À 13 ans, cet enfant pourra devenir français si ses parents étrangers en font la demande. Comment vous vous sentez aujourd'hui à Mayotte? Peur. La peur. Peur de quoi? De ce qui se passe à Mayotte, de violence, de tout ça.
Le fait qu'il y a un flux quand même assez important de dames qui viennent accoucher ici, est-ce que vous devez les pousser un peu dehors pour laisser un peu de place? Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Par exemple, il y a des femmes qu'on peut transférer quelques heures seulement après l'accouchement. Cette nuit, il y a eu 22 naissances dans la garde de la nuit. Du coup, les services sont pleins à craquer et on n'arrête pas de nous appeler la salle de naissance, la salle de réa, de réveil, pour absolument qu'on ait des places pour caser toutes ces femmes. Du coup, on est obligé d'en faire sortir, peut-être parfois un petit peu plus précocement que prévu, et de transférer vers les dispensaires, enfin les maternités périphériques à tout prix. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'être dans la position entre guillemets de la personne méchante qui est obligée de les mettre dehors alors qu'on n'a pas... On aimerait bien leur pouvoir faire comme elles préféreraient, pour s'accommoder un peu, mais on n'a pas le choix. Face à ces cadences et aux surcharges de travail, la maternité a de plus en plus de mal à séduire des candidats et à recruter. La dame, elle est montée au bloc. L'autre n'avait pas de mèche. Ah, d'accord. Pour le docteur Abdou, gynécologue ici depuis plus de 20 ans, ce manque de personnel, c'est le nœud du problème. On sait qu'il y a des femmes qui viennent des Comores, on sait qu'il y a des femmes qui viennent de Madagascar, on sait qu'il y a des femmes qui viennent même d'Afrique. Donc notre plateau technique attire beaucoup de monde. Trop de monde? Trop de monde, bien sûr. Trop de monde ou beaucoup de monde, je ne sais pas si c'est beaucoup de monde, je peux dire beaucoup de monde. Et on arrive quand même à faire face. Jusqu'à maintenant, les médecins assument. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça, je ne peux pas l'assurer et je ne sais pas combien de temps on pourrait tenir. On a l'impression que c'est vrai, on tient le coup, mais nous ne sommes que des humains aussi. Les sages-femmes restent 6 mois, 1 an. Par contre, les médecins, il n'y en a pas. Il n'y a pas de masse. Donc quand je vous dis, normalement, nous avons 27 postes budgétés, c'est-à-dire l'argent, il est là. Si les médecins viennent, ils seront payés. On ne les a pas. À court terme, selon certains représentants du personnel, il faudrait au moins pouvoir doubler les salles de naissance pour faire face à la suractivité. Autre grand secteur qui souffre, celui de l'école. C'est l'autre chantier des autorités, un enjeu d'avenir. 94 000 élèves sont inscrits dans 32 établissements. Et les murs craquent, là aussi. Il faudrait un bâtiment neuf chaque année, reconnaît le vice-rectorat. En janvier dernier, aux abords du lycée professionnel de Kahani, de violents affrontements ont lieu entre bandes rivales. Des affrontements qui ont marqué officiellement le début de la crise. 6 semaines plus tard, les cours n'ont toujours pas repris. Donc tout a démarré ici, c'est ça? Voilà, et donc les élèves ici se retrouvent. En général, il ne s'y passe rien, mais parfois il y a des affrontements qui donnent lieu à des caillassages. Et ça a démarré ici. Ça a duré très longtemps sur la partie haute de l'établissement jusqu'à la partie nautique. Là. Et vous avez eu peur ce jour-là? C'était assez tendu quand même, et puis ça a été surtout assez long. Ça a duré 1 heure d'affrontement, c'est assez long, hein, 1 heure d'affrontement. Filmé au téléphone portable, des scènes d'émeutes. Selon certains enseignants, des centaines de jeunes ont entouré l'enceinte de l'établissement. Et ils s'en sont pris à des élèves réunis dans la cour. Certains étaient armés de barres de fer. Des règlements de compte violents, avec à l'origine des rivalités entre villages. Ce n'est pas la première fois que des bandes rivales s'affrontent devant le lycée. Depuis plusieurs mois, 2 policiers étaient postés à l'entrée du bâtiment en permanence, sauf ce jour-là. Pour les élèves, le quotidien qu'ils vivent est nerveusement épuisant. Je n'ai pas du tout l'impression d'être un élève français. Je connais des élèves qui sont en métropole. Ils ne sont pas du tout dans la même situation que moi. Et quand je leur explique, ils sont quasiment choqués. C'est comme si c'était la première fois qu'ils entendaient ça de leur vie. On a tous cette image dans la tête de venir dans le lycée avec une peur de recevoir une pierre sur la tête. On veut se lever le matin en prenant le bus, être en sécurité, se sentir protégé. Du coup, c'est ça vraiment notre priorité. C'est ça, on veut se sentir protégé. Le bac approche. Lui, comme la majorité des élèves, ont longtemps cru à une année blanche.
Les professeurs, quant à eux, ont fait valoir leur droit de retrait. Pour eux, leur sécurité comme celle des élèves n'était pas assurée. Mais c'est loin d'être le seul problème. Je rappelle que vraiment l'une des premières missions du CPE, c'est de placer les élèves dans les meilleures conditions de réussite. Et vraiment ici, on fait vraiment tout le contraire. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du manque d'effectifs et on constate finalement que malgré les mouvements, malgré l'émotion, etc., on va se retrouver avec encore moins de personnel puisqu'on n'a obtenu aucun moyen supplémentaire. C'est le problème plus général de Mayotte. Si vous allez dans d'autres établissements, vous allez voir qu'on atteint les records de France d'effectifs par établissement. Imaginez qu'en 1994, il y avait à peu près 33 000 élèves dans le système éducatif mahorais. En 2015, il y en avait 91 000. Dans cet établissement, simplement, il y en avait 830, je crois, en 2010. Et il y en a 1603 à la rentrée 2017. Et avec un taux d'encadrement et grosso modo avec des locaux qui sont à peu près identiques. Donc vous voyez bien les contradictions qu'on est obligé de gérer. Voilà la difficulté en fait. Au-delà de la colère, il y a des faits. Ce matin, je ruminais ça, je me disais, mais vraiment... Il manquerait 1000 enseignants aujourd'hui à Mayotte. Et comme dans le secteur hospitalier, là aussi, les candidats manquent à l'appel. C'est au collège que la situation est la plus préoccupante. Là, certains élèves ne savent ni lire ni écrire. En 5e, 4e et parfois même en 3e. D'ailleurs, Mayotte a le taux d'illettrisme le plus élevé de France et du coup un taux de réussite au bac inférieur à 50%. Beaucoup d'élèves ne peuvent pas se faire aider par leurs parents. C'est le constat dressé par le principal adjoint du collège de Kaweni, Jacques Courty. Son collège est situé dans un quartier difficile à la sortie de Mamoudzou. Il y a quasiment 2 fois plus d'élèves que de places, dont plus de la moitié, issus de l'immigration. Alors comment faire? Si l'on veut qu'un élève réussisse, dit-il, il faut aider en parallèle son père et sa mère, ou du moins ceux qui l'élèvent. Ils ne sont pas très agressifs, ils sont rigolos, ils aiment bien jouer, c'est des adolescents, quoi. Donc, le tout, c'est qu'il faut y être, il faut répéter, il faut... Et surtout que, bon, vous ne facilitez pas trop la tâche, parce qu'ils adorent ça. Allez, je me demandais pourquoi ils n'arrivaient pas à maîtriser. Un enfant qui est au collège parle 3 minutes français dans la semaine. 3 minutes. Chez lui, il ne parle pas français. D'un cours de récréation, il ne parle pas français. On impose que tous les échanges se font en français pour améliorer le vocabulaire, maîtriser la langue. Donc, pour donner du sens aux élèves, il faut obligatoirement que les parents s'approprient le collège. Ce qui est chose pas aisée, parce que la plupart des parents ne sont pas allés à l'école. Donc, ils ne maîtrisent pas le français et ils n'ont jamais suivi une scolarité. Et pour eux, il y a 2 enjeux. Un enjeu fort, c'est-à-dire que l'école va sauver leurs gamins d'une vie qu'eux, ils ont vécue de misère. Donc, il y a une forte pression sur certains gamins. Et l'autre pression, c'est comme on est un quartier défavorisé et à forte dominante de sans-papiers, c'est par l'intermédiaire de l'école, essayer de donner les papiers aux élèves. Le grand-père adore les desserts au café et la grand-mère aime les gâteaux. Résultat, depuis 4 ans, sur les bancs de son établissement, une initiative originale a vu le jour. 2 fois par semaine, des parents d'élèves viennent suivre des cours de français. Déjà, c'est barré. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dans ce groupe, tous sont originaires des Comores. Pour la journée, à la rentrée... Ils sont venus avec leurs enfants aujourd'hui scolarisés, ont tous des titres de séjour et comptent faire leur vie à Mayotte. Le panneau D, vous êtes invité à dîner dans une famille française. Vous apportez des desserts. Lisez la composition de ces gâteaux et inscrivez les numéros du gâteau. J'allais à la campagne pour... Je vais à la campagne pour chercher d'Avla. Je connais pas mal de leurs enfants ici. Il y en a que j'ai même en classe, donc
C'est plutôt bénéfique pour moi parce qu'il y a des parents qui ont des enfants en fait, qui sont vraiment en grande difficulté. Parce que c'est sûr que si on a des enfants qui ne lisent pas ou qui ne parlent pas la langue, avec un parent qui ne lit pas, qui ne parle pas, c'est un peu plus compliqué. Donc le suivi à la maison. Là ça va. Le panneau C. Appareil photo autorisé. L'appareil photo autorisé. C'est les panneaux C. Les panneaux C. Les panneaux C, ça c'est. Regarde. Le panneau C là. Oui, je sais pas. Ça, les panneaux. C'est mon mari. Où est-elle? Où est-il? Ahmed, viens ici. C'est mon mari qui m'a donné le courage de parler. Mon mari m'a obligé de faire la lecture pour que je puisse parler en français. Si j'irai à l'hôpital, si j'irai dans un bureau, je dois prendre les responsabilités de parler moi-même. C'est grâce à mon mari que j'ai réussi à parler le français actuellement. Pourquoi c'était important pour vous? C'était important parce que nous devons s'intégrer à la société française. La société française, on doit parler le français quotidiennement. Tous les jours, on doit parler le français. Si on n'arrive pas à parler le français, qu'est-ce qu'on fait ici à Mayotte? Une trentaine de familles se sont d'ores et déjà inscrites dans ces cours. Un pari sur l'intégration. Un pari nécessaire quand on sait que la moitié de la population du département a moins de 20 ans. C'est cette jeunesse qui détient aujourd'hui les clés d'un lendemain meilleur. Et comme toujours à Mayotte, ce sont peut-être les femmes qui joueront le premier rôle. Oh mon Dieu. Ça fait mal. Là c'est la planche et on travaille les abdos sûrement. C'est pas facile d'être une jeune femme à Mayotte et de faire du foot? C'est un combat aussi? C'est un combat tous les jours parce que quand on sort de la maison, on se prend des réflexions par nos parents, genre qu'est-ce que vous allez faire là-bas, c'est un jeu de garçon, tout ça. Mais plus on vient et plus ils ont confiance à ce qu'on fait. Et puis quand on gagne et qu'on rentre à la maison toute joyeuse et tout, ils se disent ah mais oui, peut-être que ça en vaut la peine de les laisser venir. Donc moi je suis fière qu'elles puissent se battre à la maison pour pouvoir venir ici et ensemble on a réussi un premier challenge, c'est de monter en DH. La section féminine du FC de l'abattoir est un condensé de cohésion sociale et d'entraide. Sur le terrain, des Mahoraises et des Comoriennes, toutes décidées et convaincues qu'une autre voie est possible pour le département. On a des projets dans la vie, mais à Mayotte, on n'a pas assez d'infrastructures, on n'a pas assez d'établissements pour pouvoir s'épanouir plus tard. Parce que là, par exemple, je suis à l'université, je suis en première année, mais je sais qu'au bout de la 3e année, je vais devoir partir. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, on va prendre notre envol, on va partir. Et moi, personnellement, je compte bien revenir ici pour faire changer les choses parce que mon but, c'est vraiment de devenir politicienne. D'autres aussi croient en l'avenir de Mayotte. Une autre jeunesse, celle des Comores. Beaucoup ont quitté leurs parents, restés dans l'archipel. Eux ont tous risqué leur vie pour venir. Ils ont fait du département une terre d'accueil et comptent bien s'y investir. Plusieurs associations tentent aujourd'hui de les scolariser et de les intégrer. Ces enfants, vous me disiez, on doit absolument préciser que ce ne sont pas des mineurs isolés au sens où certains d'entre eux vivent chez leurs parents, d'autres pas. Ils ont des parcours totalement différents. Voilà. Nous, notre critère d'intégration d'un jeune dans notre centre d'accueil de jour, c'est le fait qu'il ne soit pas scolarisé. À Mayotte, il y a quand même une particularité sur la question des mineurs non accompagnés, c'est que bien souvent, ils le sont. Alors d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ni le père ni la mère ou aucun des deux parents sur le territoire pour certains, mais souvent ils ne sont pas isolés au sens propre du terme. Culturellement, ils sont accompagnés. Voilà, ils sont accompagnés, il y a toujours un adulte, ou plusieurs d'ailleurs, et très souvent apparentés.
Plusieurs rapports s'inquiètent de la situation de ces enfants qui grandissent souvent loin de leurs parents et qui, si rien n'est fait, tombent dans une délinquance de survie. L'école est leur seule chance. Pourquoi tu viens ici, toi? Je ne trouvais pas d'école, alors c'est le seul moyen d'avoir une chance de faire une vie, alors je suis venue ici. De quoi tu rêves, toi, aujourd'hui? Comment tu te vois dans 1 an, dans 2 ans? Je me vois être quelqu'un qui... Je voulais parler du monde, des gens, parler avec les gens, savoir ce qu'ils ressentent, tout ça. Voyager, découvrir le monde, savoir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, là, tu es heureuse, tu me le disais, parce que tu es avec ton papa et ta maman. Maintenant, ils peuvent partir, ils peuvent être arrêtés. Comment tu envisagerais alors ta vie, toi? Si on les arrête quand on voit un joint, c'est vraiment... Je serai seule, parce que c'est eux qui me donnent la force de me lever tous les jours, venir ici, étudier. Et s'ils ne sont pas là, alors je sais pas, je vais rester mieux, je vais plus venir à m'aider. Je serai seule dans ce monde parce que c'est eux ma famille. J'aurai personne. Tu as des frères et sœurs? Oui. Et aussi, ils sont petits, tout ça. Et ça va être trop dur si un jour ça se passe comme ça. Parce que je suis pas majeure, je peux pas les garder et on va se trouver seul, tout ça. Ça t'arrive de penser à cette éventualité? Oui. Tout ce qui se passe à Mayotte, je pense beaucoup et j'ai trop peur. Il y aurait aujourd'hui sur Mayotte entre 4 et 8 000 mineurs non scolarisés. Eux aussi sont probablement l'une des clés de l'avenir. Une chance même pour le département, tout comme la nature exceptionnelle du territoire. Voici l'atout majeur du département, son lagon de 1500 km², le plus beau du monde. Pourtant, faute d'infrastructures et à cause de l'insécurité, le tourisme est presque inexistant. 50 000 visiteurs seulement l'année dernière. À titre de comparaison, l'île Maurice en attire plus d'1 million. Il y a une toute petite tortue là qui est devant. Ah, il y en a 2e. Il faudrait quand même être assez courageux pour lancer un hôtel ici pour du tourisme, en sachant très bien que le billet d'avion coûte 2 fois le tarif d'un billet pour aller à Bali ou n'importe où en fait dans le monde au départ de Paris. L'île est petite, c'est pas fait pour accueillir du tourisme de masse non plus. Sans être du tourisme de masse, est-ce que c'est pour l'économie, c'est pas quand même un secteur d'avenir? Ça serait un secteur d'avenir, ça serait clairement un secteur d'avenir. Maintenant, ouais, il va falloir... il y a du pain sur la planche. Ouais. Allez, du coup, tu vas pouvoir mettre tes palmes. D'accord. Et après, c'est parti pour 30 minutes de pur bonheur. La plongée reste l'activité numéro 1. La double barrière de récif et la fameuse passe en S sont des atouts mondialement réputés. Les professionnels du secteur misent sur 150 000 touristes d'ici 2025. On a une biodiversité, on a des paysages, on a tout ça et je pense qu'il ne faut pas le garder qu'à nous, il faut
faire savoir au monde entier que ça existe et qu'on peut leur proposer ça comme atout touristique sur Mayotte. Il y a un potentiel énorme à développer et qui est là, qui attend. Un patrimoine qu'on nous a légué qui est là, qui attend juste à ce que les gens se disent « Ok, on y va, on met les moyens pour qu'on puisse voir Mayotte autrement. » Ça va marcher. Et ça va marcher. Là-dessus, je reste très confiant et plutôt optimiste dans l'avenir du développement de Mayotte. Les deux compères viennent de s'associer pour proposer une activité unique, une découverte du lagon par les airs. Confirme on the 6 on board, plus 5 crew. We have a total 70 on board, 65 back, no 5. Good crew back for Pushkin at 52. La tête dans les nuages, avant le grand saut, pour admirer ce que ce petit bout de France a de plus beau à offrir.